résumé, Ali a besoin de son mot de passe pour accéder au switch 1. Bertin a besoin de ce mot de passe pour accéder au switch 1. Donc, pour accéder au mode utilisateur. Une fois que les deux sont au mode utilisateur, pour accéder au enable mode, ils ont besoin de saisir, de taper le mot de passe du mode enable. Et ce mot de passe s'applique aux deux modes d'accès, le accès via console et accès via telnet. Donc, nous allons avancer. Donc, la deuxième méthode, c'est sécuriser l'accès du mode utilisateur, user mode, avec des noms d'utilisateurs locaux. Les commutateurs Cisco prennent en charge deux autres méthodes de sécurisation du CLI qui utilisent la combinaison d'un nom d'utilisateur plus mot de passe spécifique à chaque utilisateur. Nous avons déjà vu cet aspect lorsque nous avons fait le lab sur Telnet. Alors, c'est juste pour résumer. L'une de ces méthodes appelée nom d'utilisateur et mot de passe locaux configure des paires nom d'utilisateur et mot de passe localement, c'est-à-dire dans la configuration du commutateur. Les commutateurs prennent en charge cette option de nom d'utilisateur mot de passe local pour le console, pour Telnet et même pour SSH, mais ne remplacent pas le enable password utilisé pour atteindre le mode privilégié. Alors, ici, c'est pour la méthode qui exige qu'il y ait un nom d'utilisateur et un mot de passe. Nous voyons que nous avons maintenant enlevé le password, et ce qui est maintenant exigé, c'est que nous allons dans le line VTY, nous activons les lignes. Nous mettons login local. Login local, ça veut dire que cette commande demande au switch d'utiliser ces noms d'utilisateurs. Donc, ce qui veut dire que au niveau que ce soit le line con 0 ou bien que ce soit le mode console ou encore le mode telnet, nous demandons aux deux modes d'utiliser les utilisateurs que nous allons définir dans le switch. Donc, par la configuration, nous partons dans le switch et nous disons username, utilisateur, Ali, son mot de passe, CITS. Utilisateur, donc, lorsque je dis utilisateur, c'est username. Username, Bertin, son mot de passe, c'est training. Les éléments concernant password et secret sont les mêmes. Password, lorsque nous mettons username, Ali, password, CITS, le mot de passe sera visible. Lorsque nous mettons username, Ali, secret, son mot de passe sera crypté tel que nous l'avons vu. Alors, pour repréciser les étapes ici, nous partons en ligne console, en line console 0. Login local, c'est pour demander au switch d'utiliser ce que nous allons définir. En ligne virtuelle, login local, c'est pour demander au switch d'utiliser, c'est les utilisateurs que nous allons définir. Et donc, les deux peuvent utiliser les mêmes, les deux vont utiliser les mêmes utilisateurs qui sont définis. Alors, une fois que ces utilisateurs vont mettre le username et le mot de passe, ils vont passer en user mode. Et au niveau du enable mode, c'est le même principe qui s'est appliqué que lorsque nous avons l'accès via mot de passe simple. Alors, pour illustrer cela rapidement, nous allons venir au niveau du switch. Nous allons partir à configure terminal. Nous allons faire line. Ce que nous allons faire, do show run include, begin line. Donc cette commande veut simplement dire, au lieu d'afficher tout le running config, j'ai besoin que tu m'affiches. Alors, pour illustrer cela, nous revenons ici. Si nous faisons show running config, vous voyez que ça prend un peu de temps pour arriver à cette partie, alors que c'est cette partie seulement dont nous avons besoin pour vérifier certaines informations. Donc, l'autre moyen de le faire, c'est que vous vous rappelez de show running config, vous faites le pipe, vous faites le begin. B, c'est pour begin. Ça veut dire que commence à partir de la ligne line. Donc,
en faisant cela, le switch cherche et nous montre seulement à partir de line. Et c'est ce que c'est la partie dont nous avons spécifiquement besoin pour cet exercice. Nous allons maintenant faire configure terminal et nous allons enlever le password, les passwords que nous avons mis. Line, excusez, line con 0. Nous allons faire no password. OK. Et au niveau du line con, excusez, line VTY, excusez, VTY 0 à 4 pour illustrer, 0 à 4. OK. Nous allons mettre no password. OK. Nous revenons ici. Ce que nous allons maintenant, excusez, nous devons rester ici. Nous allons maintenant définir les utilisateurs. Donc, nous allons mettre username, OK, Ali. Vu que nous avons besoin de la sécurité, nous mettons secret, OK. Donc, pour Ali, nous allons mettre secret. Pour Bertin, nous allons mettre password pour voir un peu la différence. Username Ali, secret Ali. Donc, son mot de passe est Ali. Et nous allons aussi mettre username Bertin et son mot de passe c'est Bertin. OK? Bertin. Alors, cela ayant été fait, nous revenons ici, nous faisons show running config. Lorsque nous venons, nous voyons la différence. Nous voyons maintenant que le username de Ali, le mot de passe n'est pas visible parce qu'il est crypté par le switch, parce que nous avons mis username Ali secret. Pour Bertin, c'est visible parce que nous avons mis username Bertin. OK, privilege one, password Bertin. OK. Alors là, c'est fait. Nous allons refaire la tentative d'accès. Maintenant que nous avons défini deux utilisateurs dans ce switch, donc nous avons défini l'utilisateur Bertin, excusez Ali, qui va se connecter via console cable parce qu'il est présentement, il est en face du switch. Le switch est physiquement présent devant lui et nous avons Bertin qui va se connecter à distance via Telnet. Nous allons maintenant essayer de Telnet à partir du PC de Bertin. Lorsque nous faisons connection refuse. Alors, nous venons également au switch. Lorsque nous venons au switch, nous faisons show run begin line. Vous allez remarquer que nous avons enlevé les mots de passe et nous avons mis au niveau des lignes, nous avons mis simplement login. Au niveau du line con, nous avons mis login. Alors, si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, parce que ce qu'il faut mettre en réalité, c'est login local. Donc, login local. Alors, nous allons repartir au niveau du switch. Nous allons corriger cette configuration. Nous allons faire configure terminal line con 0 et nous allons mettre login. Je vais mettre le point d'interrogation local. Je vais rappeler line VTY, je vais mettre de 0 à 15 et je vais mettre aussi login local. Alors, lorsque je sors d'ici, je reviens ici, je vais encore essayer de Telnet et vous voyez maintenant que je suis prompt, le switch me prompte de faire rentrer le mot de passe. Alors, nous allons partir, excusez, le username. La première fois, c'était des mots de passe simples. On nous demandait directement le mot de passe. Mais là, c'est maintenant la combinaison username et mot de passe. Donc, nous allons mettre username Bertin et le mot de passe que nous avons mis également, c'est Bertin. Là, nous sommes maintenant en mode utilisateur, donc le user mode. Si nous faisons enable, pour passer au enable mode, donc le privilege mode, nous devons mettre le mot de passe, le enable password, donc qui est CITS. Alors, nous avons maintenant accès à notre switch. Nous allons faire de même au niveau de ce PC. C'est la même chose, mais c'est juste pour illustrer, renforcer. Alors, nous avons accès aux consoles. Donc, nous avons connecté le console. Nous allons essayer d'ouvrir notre session.
Ici, nous avons déjà accès. OK, donc lorsque j'ai mis exit, nous sommes sortis de la ligne de commande et on me dit, OK, si tu veux encore accéder, donc ce qui s'est passé, c'est ceci. J'ai mis exit, le switch m'a dégagé de la ligne de commande et on me dit, OK, si tu veux encore accéder à la ligne de commande, nous avons changé de méthode. Il faut maintenant faire entrer le username qui est Ali et le password Ali pour passer du mode utilisateur à enable. Il faut mettre le mot de passe enable. Donc le mot de passe enable, c'est le même pour les deux, c'est celui que nous avons défini, c'est CITS. Alors, nous allons continuer. Alors, ici, nous avons la configuration que nous venons d'appliquer pour faire la combinaison mode utilisateur avec des noms d'utilisateurs locaux. Et donc, ça, c'est la configuration. Donc, il faut juste enlever le mot de passe tel que nous l'avons fait la première fois et remplacer par le login local sous les lignes. OK. Donc, alors, il y a une troisième méthode, c'est la sécurisation. En fait, la sécurisation de l'accès au mode utilisateur avec les serveurs d'authentification externe. L'utilisation d'un nom utilisateur mot de passe configuré directement dans le switch n'est pas pratique. Donc, ce que nous venons de faire, nous avons défini deux utilisateurs dans ce switch. Mais supposez que vous êtes dans une grande organisation où vous avez peut-être 100 employés, 500 employés. Donc, gérer, parce que ce qui va se passer, c'est que vous devez définir les utilisateurs dans tous les équipements. Là, nous sommes en train de faire un lab. Nous ne voulons accéder qu'à ce switch. Mais dans un réseau réel, chaque administrateur réseau doit avoir accès à ce routeur, à ce switch. Donc, vous avez une organisation, vous avez peut-être 50 équipements, 10 équipements. Donc, configurer les utilisateurs dans chaque équipement, ça fait un travail. Il y a la possibilité de faire des erreurs. Donc, par exemple, OK, donc c'est ce que nous venons de dire, mais il y a aussi l'exemple des cas où les employés quittent les services. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire du point de vue administratif, de l'administration, de la gestion des mots de passe. Une meilleure option serait d'utiliser les serveurs d'authentification externe. Ces serveurs offrent un point central pour stocker en toute sécurité les paires non utilisateurs et mots de passe. La centralisation des données username password, ce que nous venons de faire, nous venons de définir des usernames et passwords dans ce switch. Show run. C'est ce que nous venons de faire. Nous venons de le faire dans le switch. Donc, pour répéter encore, si vous avez 10 employés, il faut définir tous les employés. Si vous avez 50, il faut les définir dans le switch. Et non seulement dans ce switch, dans chaque équipement du réseau. Donc, ce qui fait ce sera une casse-tête s'il faut vraiment en fait, tout dépend de la taille du réseau. Donc, la centralisation des données username password dans les serveurs d'authentification externe facilite la gestion des mots de passe. Changement à des intervalles réguliers. Vous savez que dans les organisations, on veut que les employés changent les mots de passe peut-être chaque 3 mois. Mise à jour lorsque les utilisateurs quittent leurs emplois, il faut les dégager de cette liste. Donc, il faut partir dans chaque équipement. Alors, les commutateurs routeurs Cisco utilisent les serveurs externes appelés authentication, authorization et accounting, donc EEE server. Ces serveurs contiennent les noms d'utilisateurs plus mots de passe. En règle générale, ces serveurs permettent aux utilisateurs d'effectuer en libre service et une maintenance forcée de leurs mots de passe. De nombreux réseaux de production utilisent aujourd'hui des serveurs AAA pour leurs commutateurs et routeurs. Donc, l'accès au switch et routeur via serveur AAA nécessite un travail supplémentaire de la part du commutateur ou routeur pour chaque connexion utilisateur. Mais une fois configuré, l'administration du nom d'utilisateur mot de passe est minimale.
Lorsqu'un serveur AAA est utilisé pour l'authentication, le commutateur ou routeur envoie simplement un message au serveur AAA demandant si le nom d'utilisateur et le mot de passe sont autorisés et le serveur AAA répond au switch ou routeur. Alors, ici, je pense que nous avons un schéma. Donc, tel que nous le voyons, vous avez un grand réseau, vous avez des équipements, des utilisateurs et vous aurez un serveur AAA quelque part. Donc, nous n'allons pas parler des protocoles, mais retenons simplement que vous aurez besoin d'un serveur AAA, Authentication, Authorization, Accounting. Donc, c'est un serveur AAA qui va contrôler, qui va stocker les paires nom d'utilisateur plus mot de passe. Alors, ici, nous avons un peu le mécanisme, comment est-ce que ça se passe. Donc, ici, nous avons l'utilisateur Bertin ou Ali qui saisit le mot de passe, non, le username, donc CITS, c'est le mot de passe training. Le switch reçoit, envoie le message au serveur. Est-ce que cet utilisateur est autorisé? Vu que les noms d'utilisateurs et mots de passe sont stockés dans le serveur va valider. Il va dire OK, approved. Si en fait, l'utilisateur est défini dans le serveur. Et si l'utilisateur n'est pas défini dans le serveur, bien sûr que ce sera not approved. Mais ici, nous prenons les cas, nous donnons l'exemple où c'est approved. Le serveur va répondre au switch OK, autorisé, approved, et à partir de ce moment, l'utilisateur aura accès à la ligne de commande. Donc, c'est ce que fait. Donc, si vous remarquez la logique, c'est que avec la configuration locale, les paires username et mot de passe sont dans le switch. Avec les serveurs d'authentication externe, les paires username, donc nom d'utilisateur et mot de passe sont dans le serveur. Et donc, c'est le serveur qui vérifie, qui valide si l'utilisateur existe dans sa base de données. Et donc ici, nous avons une idée des protocoles qui permettent à ce que cela fonctionne. Entre le PC et le switch, c'est Telnet ou SSH. OK? Et entre le switch et le serveur, c'est Radius ou Tatax. Pour l'instant, retenez juste que ce mécanisme. Les détails, je pense que nous les verrons vraiment lorsque nous allons arriver au chapitre portant sur la sécurité. Alors, sécurisation de l'accès au mode utilisateur avec Secure Shell. L'inconvénient principal de Telnet est que les messages sont transmis sous forme de texte clair, incluant les mots de passe. Donc, lorsque Telnet fonctionne, il transmet les messages en texte clair. Donc, si un hacker intercepte les messages de Telnet, il prendra connaissance des informations concernant la sécurité du réseau, puisqu'il va prendre connaissance des noms d'utilisateurs et des mots de passe. SSH crypte les données transmises entre le client et le serveur SSH, protégeant ainsi les données et les mots de passe. Donc, lorsque nous revenons ici, lorsqu'il y a une session Telnet, vous voyez que ça va passer par l'Internet. Donc ici, c'est le réseau longue distance et ça va arriver ici. Ce qui va se passer, c'est que les informations qui seront transmises entre le switch et le PC de Bertin seront en texte clair. Et nous ne voulons pas cela parce que c'est un risque. Si un hacker vient, par exemple, peut capturer les paquets qui traversent l'Internet, il pourra prendre connaissance. Et voilà pourquoi nous avons, bon, c'est juste pour illustrer, nous avons des scandales de cyber attaques. Ce sont des hackers qui connaissent et qui capturent des informations qui traversent les réseaux. SSH peut utiliser la même méthode d'identification de connexion que Telnet avec les paires de noms d'utilisateurs et mots de passe configurés localement. Excusez, je n'ai pas donné la différence avec SSH. Donc, Telnet le fait en texte clair. Par contre, SSH, lorsque les messages vont passer entre le switch et le PC, ces messages et les credentials, donc le username, le nom d'utilisateur et le mot de passe, et les messages qui seront transmis seront cryptés.
alors que pour Telnet, ces messages seront en texte clair. Alors, c'est tel que nous venons de le dire. Donc, SSH utilise la même méthode d'authentification que Telnet. Donc, nom d'utilisateur plus mot de passe configuré localement dans le cas que nous venons de voir, où nous avons défini les utilisateurs ici, ou encore logé dans un serveur AAA. Donc, du point de vue des mécanismes d'authentication, ce sont les mêmes que Telnet. Le username et le mot de passe peuvent être définis dans le switch ou encore dans un serveur AAA. Le fonctionnement, en fait, la méthode d'authentication est la même. La différence, c'est la transmission, ce sont les messages qui sont encryptés. Juste pour souligner que SSH ne fonctionne pas avec la méthode mot de passe simple. La première méthode que nous avons vue où le switch nous demandait simplement le mot de passe. Donc SSH n'accepte pas, ne fonctionne pas avec cette méthode. J'espère que c'est clair, mais bon, je vais répéter. SSH n'accepte pas la méthode où le switch n'a qu'un simple mot de passe, donc la première méthode. SSH et Telnet acceptent la méthode d'authentification qui consiste à définir les utilisateurs dans le switch. Donc, le nom d'utilisateur et le mot de passe. SSH et Telnet acceptent aussi la méthode d'authentification où les mots de passe et noms d'utilisateur sont logés dans un serveur AAA. Mais la différence entre SSH et Telnet est que Telnet transmet les messages en texte clair, SSH crypte les messages, donc cache les messages. Donc ici nous avons la configuration. Nous n'allons pas nous attarder à cela parce qu'il y aura une session, un lab sur SSH. Cisco IOS utilise 3 commandes de configuration spécifique à SSH pour créer les clés de chiffrement de SSH. Le serveur utilise le nom de domaine complet, Fully Qualified Domain Name. Donc ici, c'est Fully Qualified Domain Name du commutateur comme entrée pour créer cette clé. Le commutateur crée le Fully Qualified Domain Name à partir du nom hôte, donc le nom du switch et le domaine du commutateur. Ensuite, la troisième commande, la commande CryptoKey Generate RSA génère les clés de cryptage. Alors ici, c'est la configuration, c'est tel que nous l'avons dit. Je l'ai dit, nous allons le faire au cours d'un lab. Donc, pour autoriser l'accès Telnet ou SSH au commutateur, donc le switch, et pour permettre à d'autres protocoles de gestion basés sur l'IP de fonctionner comme prévu, le commutateur a besoin d'une adresse IP, ainsi que quelques autres paramètres. Donc, voilà pourquoi, pour permettre à Bertin d'accès via Telnet ou encore même via SSH, nous avons configuré cette adresse IP. Donc, il faut une adresse IP. Un commutateur a besoin de paramètres IP tels qu'un PC. Différence, le PC a une seule interface Ethernet, un seul NIC, et le switch a plusieurs interfaces Ethernet et des switch virtual interface. Le SVI est une carte réseau virtuelle à l'intérieur du commutateur. Le SVI interface virtuelle est similaire à un NIC, à une carte réseau. Il s'agit d'une interface VLAN qui agit comme la carte réseau du commutateur. Ici, nous avons un schéma qui illustre le fonctionnement de l'adresse IP dans un switch. Donc, la case bleue représente le switch, donc l'intérieur d'un switch. Donc, nous avons dit que le PC a une carte réseau. Donc, c'est la carte réseau qui permet au PC d'avoir une adresse IP, donc les IP settings. Et ces settings permettent au PC de communiquer dans le réseau TCP/IP. Donc, le switch a la même
a le même concept, à la différence que le PC n'a qu'une seule carte réseau, mais le switch a une carte réseau virtuelle. Donc, c'est ce que nous appelons le Switch Virtual Interface, le SVI. Je remonte ici. Switch Virtual Interface. Donc, cette carte virtuelle est définie dans le contexte du VLAN. Donc, lorsque nous avons configuré ce switch, si je reviens ici, vous voyez, ça me demande encore. Là, je suis OK, je suis Ali. OK. Enable CITS. Si je fais show run, begin VLAN. OK. Show run, excusez. Donc, si je viens ici, donc vous voyez que nous avons configuré cette adresse IP sous le VLAN. Un switch peut avoir plusieurs VLAN. Donc, si nous configurons un deuxième VLAN, le deuxième VLAN doit être dans un autre réseau, dans un autre subnet. OK? Donc, cette adresse IP, l'adresse IP que nous avons définie, OK, je repars d'abord ici. Donc, lorsque nous configurons, nous avons donné ce subnet au VLAN 1, tous les PC qui sont connectés au switch, donc considérons que ça, ce sont des ports physiques. OK? Ce PC est connecté par exemple au port FA10 et lui il est au 2.0, lui il est au 3.0. Nous avons mis ces trois PC dans le VLAN 1, donc leurs adresses IP doivent être dans ce subnet. Nous configurons aussi le VLAN 2 et nous avons aussi trois PC qui sont connectés au VLAN 2. Et ces PC doivent être dans ce subnet qui est différent de celui-ci. Donc ces PC ne peuvent pas communiquer avec ces PC, a priori. Et donc, le Switch Virtual Interface, donc lorsque nous définissons l'interface VLAN et que nous donnons une adresse IP, le switch crée une interface virtuelle qui permettra à ces PC de communiquer avec le switch, avec le VLAN du point de vue du IP. OK, donc ici là nous avons la même logique, mais nous voulons ajouter. Maintenant, nous avons dit que ces PC, vu qu'ils sont connectés, ils sont dans des ports qui sont dans le VLAN 2, parce que là aussi il faut préciser. Ce qui fait que ces PC soient dans le VLAN 1, c'est parce qu'ils sont connectés à des ports qui sont dans le VLAN 1. Et ces PC sont connectés à des ports qui sont dans le VLAN 2. Et je l'ai dit, ça c'est le switch. Pour que ces PC puissent communiquer avec l'extérieur, ils vont passer par la passerelle par défaut du routeur et cette passerelle sera dans le même subnet. Donc, pratiquement, ce que nous voyons ici, c'est que, en fait, je n'avais même pas besoin d'effacer. En fait, ce que nous voyons ici, c'est que ces PC, toute cette partie est dans le même subnet, toute cette partie est dans le même subnet. Ici, nous avons les interfaces physiques, les ports. Donc, ces ports sont dans le VLAN 1. Ici, nous avons les ports. Ces ports sont dans le VLAN 2. Donc, ces PC seront dans ce subnet. L'interface du VLAN sera dans ce subnet et la passerelle, par défaut, sera dans ce subnet. Ici, c'est la même logique. Donc, c'est ainsi que un PC qui est à distance, donc un PC qui est à distance peut accéder à ce switch, à la ligne de commande de ce switch au travers de cette interface. Donc, de cette interface virtuelle, le SVI. Ici, nous avons les interfaces physiques qui font face au PC et nous avons le SVI, le Switch Virtual Interface, qui est défini une interface virtuelle dans le switch. Donc, si ce PC qui est par exemple qui se connecte à distance, à des milliers de kilomètres, veut accéder à ce switch, il pourra accéder via l'adresse IP attribuée au VLAN. Et c'est ce que nous venons de voir.
Et ici, nous avons la configuration pour définir l'adresse IP du VLAN, donc l'interface VLAN, l'adresse IP, le subnet, no chat, le IP default gateway, et ça, c'est la vérification. Donc, si nous revenons à ce switch, nous venons show interface VLAN 1, tel que vous le voyez, ça nous donne ces informations. VLAN 1 is up. Si nous faisons show interface F01, c'est 1,0 je pense. Ok, donc c'est 0,1. Vous voyez que ça me donne pratiquement les mêmes informations. Fast Ethernet, ça c'est une interface physique. Ça c'est une interface, ça c'est le VLAN. La différence que vous remarquez, ok, VLAN is up, line protocol is up. VLAN is up, line protocol is up, connected. La différence que vous voyez ici, on ne nous met pas connected. Donc, CPU interface, alors, nous n'allons pas rentrer dans ces détails, mais c'est juste pour montrer que le VLAN devient une interface, mais c'est une interface virtuelle. Parce que ce n'est pas une interface physique. Donc, c'est une interface qui est à l'intérieur du switch. Permettre au PC de Bertin d'accéder à ce switch, nous avions configuré une adresse IP sous l'interface VLAN 1. Mais il est aussi possible au switch d'obtenir l'adresse IP de la part d'un serveur DHCP. Alors, nous allons illustrer cela rapidement au travers en configurant DHCP dans ce routeur. Nous allons partir configure, terminal. Nous allons faire IP DHCP pool. Nous allons faire LAN Dallas. Donc ça c'est le pool où nous avons défini un pool. Le réseau ce sera le network 192.168.1.0. Nous allons mettre le masque. Ok. Nous allons mettre le default router. Donc la passerelle par défaut 192.168.1. C'est lui-même. Ok. Donc si je fais encore le point d'interrogation, je pense que il est aussi possible de définir le DNS server, le domaine name. Pour l'instant, il y a aussi des options. Ce qui nous intéresse, c'est définir le pool, définir le réseau. Tel que vous remarquez, c'est ce réseau, puisque ces équipements sont dans ce réseau. Donc, nous avons aussi défini le réseau et nous avons défini la passerelle par défaut. Alors, nous validons cela. Nous allons maintenant partir au niveau du switch. Ce que nous allons faire configure terminal. Nous allons faire interface VLAN 1. Pour enlever une adresse IP, nous faisons no IP address. L'adresse IP enlevée. Donc, si nous faisons do show run begin interface. Ok, ça ne va pas me montrer ce que je vais montrer exactement. Donc, nous revenons ici. Nous voyons que l'interface VLAN n'a plus d'adresse IP. Alors, pour faire que le VLAN puisse demander son adresse IP à DHCP, nous allons appliquer cette commande. IP address DHCP. Nous repartons ici. Nous repartons donc dans le switch. Donc, nous sommes toujours dans l'interface VLAN. Nous mettons IP address DHCP. Nous validons. Nous allons observer, tel que vous le voyez, le PC vient d'obtenir son adresse IP de la part de DHCP. Donc, interface VLAN 1 assigned DHCP address 192.168.1.1. Donc, ce routeur vient d'attribuer une adresse IP à ce switch. Et lorsque nous revenons à ce switch, nous pouvons faire show IP DHCP binding. Et nous voyons qu'effectivement, il vient d'attribuer cette adresse IP. Il vient d'attribuer cette adresse IP. Alors, ça c'est l'aspect que le switch peut aussi obtenir son adresse IP de la part du
le switch peut obtenir son adresse IP de la part d'un serveur DHCP. Si nous venons ici, je crois, show IP DHCP, binding, je ne pense pas. Ok, donc je pense que nous avons illustré le plus important. Et alors ici, nous avons quelques commandes qui nous permettent d'administrer le switch. Nous avons le show history. Nous allons revenir ici au switch. Nous faisons show history. Ça nous met les commandes que nous avons précédemment saisies. Donc, c'est pour voir les commandes que vous avez saisies. C'est important lorsqu'on fait parfois le dépannage. Et donc, nous avons le logging console. Si vous avez remarqué, lorsque nous étions en train de saisir certaines informations, ok, lorsque je suis en train de saisir, il y a des logs qui sortent et parfois ça interrompt. Donc, vous êtes en train de saisir, ça vous interrompt, ça interrompt, en fait, ça interrompt ce que vous êtes en train de saisir. Et donc, ça ne rend pas votre travail, vous n'êtes pas confortable avec cela. Et donc, c'est possible d'enlever cela avec le no-logging. Ok. Donc, pour illustrer, je vais venir ici. Je vais venir configure terminal interface. Donc, là, j'ai le interface. Excusez, je suis au F01. Donc, je ne sais pas si c'est celui-là que je vais briser. Si je fais F02, par exemple, si je fais shutdown, vous voyez que il y a ceci qui est, il y a ce log qui est sorti. Alors, il y a la possibilité d'enlever ces interruptions en mettant no logging console. Donc, vous pouvez partir dans le switch, je fais exit, no logging console. Alors, nous avons aussi le logging synchronous qui permet d'afficher les logs à la fin d'un output. Donc, au lieu que le log, lorsque par exemple vous êtes, donc je pense que pour illustrer là, ça je vais venir ici, je vais faire interface F01, je vais faire shutdown. Ok, vous voyez que le log n'est plus sorti tel que cela paraissait avant. Donc, je peux faire maintenant no shutdown. OK. Et donc, ça, c'est à cause de cette commande. Donc, le logging synchronous, c'est simplement lorsque vous faites un show, au lieu qu'il y ait un log qui interrompt votre output, ça va... Le log va s'afficher à la fin du output. Donc, lorsque je parle du output, c'est par exemple, lorsque nous faisons show interface, lorsque nous faisons show, lorsque je viens ici, je fais show interface F01, donc ça c'est un output. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc ici, par défaut, le commutateur déconnecte automatiquement les utilisateurs de la console VTY, donc le PC de Bertin, voilà, donc nous voyons qu'il est déconnecté. Bon, là c'est aussi parce que nous avons redémarré ce switch, mais par défaut, après 5 minutes, si vous ne faites pas d'activité, le switch vous met fin à la session Telnet ou SSH. Donc, pour définir la durée d'une session, vous pouvez le faire en line mode, vous pouvez faire exec timeout, ça c'est pour minutes et ça c'est pour secondes. Donc ici c'est juste iOS, no IP domain lookup. iOS a une combinaison intéressante de fonctionnalités qui peut vous faire attendre 1 minute ou plus lorsque vous tapez une commande avec erreur. Tout d'abord, iOS essaie d'utiliser la résolution des noms DNS pour retrouver l'adresse IP du hostname, une fonctionnalité généralement utile. Ce que cela veut dire ici, c'est quoi? Si je viens ici, je fais end, c'est une commande qui n'existe pas à ce niveau. Donc, translating end, ce que iOS essaie de faire, il croit que nous sommes en train de chercher à
à atteindre il croit que ça c'est un host name, donc voilà pourquoi il dit il va vérifier auprès des domain servers, mais nous n'avons pas défini de domain server, donc il est en train de chercher et nous voyons que c'est le 255 qui est un broadcast, donc il est en train de chercher, peut-être qu'il y a un domain server, mais en réalité il ne va pas trouver. Et lorsque vous faites un lab, vous voyez que ça prend du temps. Tout ceci vous interrompt et ce n'est pas agréable. Donc, avec la commande no IP domain lookup, vous pouvez mettre fin à ce comportement. Donc, nous sommes à la fin. For every reason it's not possible, there are hundreds of people who have faced the same circumstances and succeeded. Ce que cela veut dire, c'est simplement que la circonstance à laquelle vous faites face et que vous croyez que c'est impossible, il y a des milliers de personnes qui ont fait face à la même circonstance et qui ont réussi. Merci, nous nous retrouvons lors de la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.